Bonjour les amis, alors aujourd'hui composition 62, 22 mai 2026, il faut être précis. Alors le travail c'est aussi communiquer, c'est s'organiser, c'est aussi interagir avec des gens et donc c'est pas toujours facile en fait de trouver le bon équilibre pour communiquer ce qu'on veut et en même temps faire partie des projets des uns des autres. Alors ici, donc, il faut être précis. Il y a ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va être euh, très carré là-dessus, parce que au-delà d'un engagement, on est sur un appui. Tu m'as dit ça, donc j'ai agi comme ça en retour. Et donc, il faut être précis par rapport à ce qui a été dit. Alors pour moi, l'important ici, c'est la technique du SMART. SMART, je ne sais pas si vous connaissez, simple, mesurable, atteignable, reproductible et temporel. Donc, je vais appliquer ça donc au réchauffement climatique. Donc ce qui est simple initialement, c'est que l'humanité a atteint un record en nombre. Et cela pose de nouveaux problèmes par rapport à la nature qui nous nourrit. Et donc au cycle dans lequel on appartient, le cycle de l'eau, le cycle de l'air, le cycle de la terre, le cycle du vivant. Tout ça, bon, bah, c'est comment on va gérer pour revenir sur quelque chose où où on doit être intégré. Je ne dis pas que les pauvres ou les enfants sont un problème. En tout cas, moi, c'est pas ma posture. C'est pas c'est pas mes valeurs. Ensuite, pour mesurer, bon, ben, si on prend pour 1 milliard de personnes supplémentaires, c'est à peu près, pour une personne, c'est 2500 kilocalories par jour, ça fait 250 millions de tonnes de céréales. En terre agricole, ça représente la taille de la France. Donc quand on voit la population qui augmente, bon, des fois on voit des graphiques de démographes avec des millions, des milliards et des milliards qui montent, qui montent, qui montent. Il est probable que il y ait une forme de stabilisation, ne serait-ce que contraint par rapport aux ressources qui nous sont à notre disposition. Donc, c'est la taille de la France pour nourrir 1 milliard de personnes, c'est 830 villes comme Lille pour les loger. Et on parle ici des minima, c'est-à-dire que le minima pour se nourrir, le minimal pour être logé convenablement, pour être nourri à sa faim, c'est tout. Donc, si on commence à vivre comme un Américain ou comme un Saoudien, là, on passe encore peut-être 10 fois, 100 fois au-dessus de ça. Atteignable. Est-ce que 1 milliard supplémentaire d'êtres humains, c'est atteignable dans les conditions d'aujourd'hui? Ben, en fait, on l'a déjà fait. Hein. On est à 8 milliards. On était à 1 milliard en 1800, 2 milliards en 1930, 4 milliards en 1975, 8 milliards en 1922. Pour les chiffres officiels. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis que 1 milliard supplémentaire, on l'a déjà fait. Et si vous projetez, il faut une France et 830 métropoles comme Lille pour loger et nourrir ces milliards de personnes, forcément, on voit qu'en 2 siècles et demi, on a pris tout ça à la nature. On a pris en 220 ans, en 200 ans, on a pris 7 fois l'équivalent de la France, voire plus, d'espace à la nature. On a multiplié par 5 000 à 6 000 métropoles comme Lille à travers le monde en supplément. Et donc, ce n'est pas anodin du tout. Mais on l'a déjà fait et on y est arrivé. Est-ce reproductible? Alors, c'est reproductible, on y est, on est toujours sur un talon de gens qui sont mal nourris, affamés. Bon, on compte en 300 millions à 400 millions, plus toute une partie de gens qui sont juste au-dessus, on va dire un petit milliard, 800 millions de personnes, qui peuvent basculer du jour au l'autre dans la famille. Alors,
comment nous, on a fait? On a préservé, en tout cas ici en Occident, on a préservé nos ressources en établissant des zones prioritaires pour la nature. C'est-à-dire des zones essentielles pour le cycle de l'eau, des zones on ne va pas bétonner, on va laisser l'eau entrer dans les nappes phréatiques, des zones maritimes, ou avec une grande diversité, mais surtout des zones où il y a de la reproduction, et donc on conserve les espèces, des zones aussi terrestres où on va conserver, on va restreindre l'accès et l'activité aux êtres humains pour pouvoir conserver les ressources que ces territoires nous donnent. Alors, je ne dis pas que c'est assez, mais je dis que c'est déjà, c'est un peu dans ce sens-là qu'on doit aller. Il y a aussi des zones d'activité protégées que l'on peut intégrer, c'est-à-dire avec des activités qui sont rudimentaires et peu impactantes sur l'écosystème. On pense aux bergers de montagne, ces bergers qui manquent cruellement en Californie pour maintenir les incendies de forêt. Les taillis, les buissons, les friches sont favorables aux incendies. S'il y avait des bergers là-bas, ces incendies seraient moins forts. Et ça vaut pour tous les territoires où il y a des incendies. C'est-à-dire que s'il y avait des bergers avec des chèvres ou des moutons qui passaient régulièrement, les friches seraient moins hautes et donc la terre rase serait moins propice aux propagations des incendies. Et en plus, on a une production et puis on a une occupation, c'est-à-dire que ces bergers habitent. Mais les bergers sont dans des habitats précaires, des abris de bergers, des choses comme ça, avec des grottes, des choses comme ça. Bon. Temporel. Alors, temporel, on va avoir, en fonction du temps, une double équation. Nourrir tout le monde, et là, par exemple, nous, on s'est engagé contre le gaspillage de la viande, contre le gaspillage du pain. On nourrit nos bêtes avec du pain, pas avec des céréales qui pourraient être associées aux animaux, associées aux êtres humains. Et de l'autre, ne pas toucher aux libertés de chaque individu pour qu'il puisse s'épanouir aussi. On ne va pas libérer les pauvres pour emprisonner les riches, ou inversement. C'est une équation qui est très difficile à trouver, et je ne dis pas que ce qui a été fait est inutile, je dis que c'est pas assez. Et donc il faut redescendre, et c'est un peu nous notre logique ici dans notre association, de descendre à un niveau de sobriété pour pouvoir arriver à un niveau de consommation acceptable pour la nature. Alors, j'enchaîne vite, parce que j'ai pris beaucoup de temps pour la thèse. Je voulais mettre le smart pour vous montrer, pour vous dérouler tout un argumentaire sur le réchauffement climatique. Alors, l'antithèse, c'est de dire que notre écoute n'est pas neutre. J'entends les cris d'alarme, j'entends les alertes des scientifiques, j'entends les militants. Écouter n'est pas neutre, et c'est aussi pour ça que je me suis engagé en 2002 et en 2005 dans la lutte, donc le problème du CO2, qui aujourd'hui pour moi est résolu, qui est résolvable avec la permaculture, qui stocke du CO2 dans les sols agricoles, et la spiruline, qui est une algue qui consomme beaucoup de CO2 et qui nous permettrait de stocker du CO2 en produisant une ressource. Écouter n'est pas neutre, et donc ce que je vous dis, écoutez ici, vous recevez certaines choses, la publicité provoque des pulsions d'achat. Dans l'autre sens, si vous regardez des publicités, sachez que c'est ça qui vous provoque des pulsions d'achat, c'est sûr, il n'y a pas de débat. En synthèse, en fait, écouter, c'est déjà un acteur. L'approbation, la désapprobation, être en réserve ou en soutien, votre écoute est un engagement. Qu'est-ce que vous écoutez? Ce que vous écoutez vous définit aussi. Je vous propose un exercice simple, c'est de noter ce que vous regardez, les gens que vous écoutez. Et vous verrez au bout d'une semaine, qui êtes-vous de par votre participation au réseau. En conclusion, je dirais qu'on est défini par ce qu'on écoute. Savoir qui on est, savoir où on est, c'est aussi nous permettre de progresser. Je vous remercie pour votre attention, ni alarmiste ni matérialiste.